Pendant 10 ans, ma famille m'a humiliée en silence. Ils pensaient que je ne reviendrais jamais. Ils pensaient que j'étais la faible, l'introvertie, celle qu'on pouvait effacer de la photo de famille sans que personne ne le remarque. Mais quand ils sont entrés dans leur luxueuse villa à Cassis pour leur réunion annuelle, leur monde parfait s'est effondré. J'ai révélé le secret qui a détruit leur vie. Le secret sombre qu'ils avaient enterré sous des millions d'euros volés sur le lit de mort de mon père. Ils n'auraient jamais dû me sous-estimer. Laissez-moi vous raconter comment les chiffres m'ont donné la vengeance que les larmes ne pouvaient pas m'offrir. Bonjour à tous et merci de me rejoindre. Avant de plonger dans les détails de cette trahison financière et familiale, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Dites-moi de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez ce soir? Quelle heure est-il chez vous? J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent, et savoir que nous sommes connectés, peu importe la distance. Laissez un commentaire, je lis autant de réponses que possible. L'email est arrivé un mardi matin, à 10h14. Je m'en souviens précisément car j'étais en train de finaliser un rapport de prévision des ventes. L'objet était joyeux, presque agressif dans sa gaieté, réunion de famille Donier 2025. Soleil et retrouvailles. Mon cœur s'est serré. Pas un pincement aigu, plutôt une contraction sourde, familière. Une douleur chronique à laquelle on s'habitue, comme un vieux meuble contre lequel on se cogne tous les jours. Je m'appelle Solange. J'ai 35 ans. Je vis seule dans un appartement moderne et vitré à Confluence, à Lyon. Ma vie est une série de tableurs, de bases de données et de modèles prédictifs. Je suis analyste de données senior. Je trouve le réconfort dans la logique, dans les schémas, dans les certitudes que les chiffres offrent. Les émotions humaines, en revanche, sont un ensemble de données trop chaotiques, trop imprévisibles. Surtout celles de ma famille. Je savais que je n'étais pas invitée. Je ne l'avais pas été depuis 10 ans. Pas depuis que j'avais refusé de suivre la voie respectable que ma mère, Françoise, et ma sœur aînée, Mathilde, avaient tracée pour moi. Mathilde, 40 ans, est directrice des relations publiques à Paris. Elle est tout ce que je ne suis pas, extravertie, charismatique, superficielle et incroyablement douée pour manipuler les gens. Elle est le soleil brillant autour duquel ma mère, telle une planète docile, orbite. Après la mort de mon père, Gérard, il y a 5 ans, leur alliance est devenue une forteresse impénétrable. J'allais supprimer l'email. C'était un réflexe. Mais quelque chose m'a retenu. L'expéditeur. Ce n'était ni Mathilde ni ma mère. C'était une vieille tante étourdie qui avait dû cliquer sur « Répondre à tous » à partir d'une ancienne liste. J'étais une erreur système. Un fantôme dans la machine. Par pure habitude masochiste, je l'ai ouvert. La liste des participants était longue. Mathilde, son mari parfait, ses 2 enfants parfaits. Ma mère. Des oncles, des tantes, des cousins que je n'avais pas vus depuis une décennie. Leur nom s'affichait comme une preuve de mon inexistence. Et puis, un détail a attiré mon regard d'analyste. Le lieu. Villa Les Mimosas, Cassis. Je me suis figé. Cassis. La villa de luxe sur la Côte d'Azur. Comment était-ce possible? Après l'AVC de mon père, il y a 5 ans, et sa mort qui s'en est suivie 1 an plus tard, l'histoire officielle de la famille, racontée par Mathilde lors de rares et froids appels téléphoniques, était que l'entreprise de papa avait failli faire faillite. Gérard Donier, mon père, avait dirigé une PME, petite et moyenne entreprise, de technologie florissante. Il était ingénieur, un homme de chiffres, comme moi. Mais selon Mathilde, sa maladie avait tout ruiné. Nous avons dû vendre pour une bouchée de pain, Solange, m'avait-elle dit d'un ton faussement tragique au téléphone, quelques mois après l'enterrement. Nous avons à peine sauvé la maison de Paris. La villa de Cassis, eh bien, nous nous battons pour la garder, c'est un gouffre financier. Tu ne peux pas imaginer les sacrifices que maman et moi faisons. Des sacrifices. C'était le mot qu'elle utilisait toujours. Et moi, à Lyon, plongée dans mon travail et mon deuil solitaire, je l'avais cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? C'était une donnée présentée comme un fait. Et pourtant, ils organisaient une réunion de famille somptueuse dans ce même gouffre financier.
Ils invitaient 20 personnes pour un week-end de soleil et retrouvailles. Mon cerveau d'analyste s'est mis en marche, court-circuitant la douleur. Une anomalie. Une incohérence flagrante dans les données. Si la villa était un tel fardeau, pourquoi non seulement la garder, mais y organiser une fête coûteuse? Si l'entreprise avait été vendue pour une bouchée de pain, d'où venaient les fonds? Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à ma baie vitrée. La vue sur la Saône était nette, logique. Mais dans ma tête, une équation venait de s'ouvrir, et elle n'avait pas de solution. Il me mentait. Pendant 10 ans, il m'avait traité comme une erreur, une note de bas de page dans l'histoire glorieuse de Mathilde. J'avais accepté ce rôle. J'avais construit ma propre vie, loin de leur drame parisien. J'avais mon travail, mon succès, ma logique. Mais ceci était différent. Cela ne concernait pas seulement mes sentiments. Cela concernait mon père. Mon père. L'homme qui m'avait appris à voir le monde non pas à travers les émotions, mais à travers les chiffres. L'homme qui m'avait dit un jour, alors que je pleurais à cause d'une remarque cruelle de Mathilde, les gens mentent, Solange. Ils mentent pour se protéger, pour blesser, ou simplement parce qu'ils le peuvent. Mais les chiffres ne mentent jamais. Ils racontent toujours une histoire. Je me suis rasseyée. Mes doigts volaient sur le clavier. Je n'étais plus Solange, la fille exclue. J'étais Solange, l'analyste. Quand les chiffres ne correspondent pas, quelqu'un ment. Et j'étais sur le point de découvrir qui. Ma première recherche fut simple. Je n'ai pas cherché de potin de famille. J'ai cherché le bien immobilier. Villa Les Mimosas, Cassis. Les premiers résultats étaient des sites de location saisonnière de luxe. Des photos impeccables. Une piscine à débordement qui semblait se jeter dans la Méditerranée. Des terrasses en teck. Une vue imprenable sur les Calanques. C'était le genre de vie que Mathilde affichait sur Instagram, une vie payée, soi-disant, par des sacrifices. La bile est montée dans ma gorge. Puis, je l'ai vu. Un lien discret, sur un site d'immobilier de prestige que je ne connaissais pas à vendre. Mon souffle s'est coupé. Il vendait la maison. La maison où mon père m'avait appris à nager. La maison où nous avions passé tous nos étés avant que je ne devienne la bizarre. Et il le faisait en secret. Mais ce fut le prix qui m'a vraiment fait tressaillir. Il était bas. Pas juste une bonne affaire pour attirer les acheteurs. Il était illogiquement bas. Pour un bien de cette envergure à Cassis, avec cette vue, c'était une vente en catimini. Une vente précipitée. Le genre de vente que l'on fait quand on a désespérément besoin de liquidité, ou, pire, qu'on veut se débarrasser de quelque chose rapidement avant que quelqu'un ne pose des questions. Cette anomalie était la piste dont j'avais besoin. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'excitation. L'excitation de la chasse. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la seule personne en qui j'avais une confiance absolue. Hélène. Ma meilleure amie depuis l'université. Nous étions les deux intellos de notre promotion. Aujourd'hui, elle était clerc de notaire dans une grande étude à Lyon. Elle comprenait la logique, la loi, et elle détestait Mathilde presque autant que moi, l'ayant vue à l'œuvre lors de notre remise de diplôme. Solange? Tout va bien? Tu n'appelles jamais pendant les heures de travail. Sa voix était toujours calme, posée. Hélène, j'ai besoin de tes compétences. J'ai besoin que tu fasses une recherche sur un bien immobilier. Une villa à Cassis. Je lui ai tout expliqué, aussi méthodiquement que possible. L'email d'exclusion. La réunion de famille. La villa, gouffre financier. L'annonce de vente. Et le prix suspect. Elle est restée silencieuse un moment. J'imaginais les rouages de son esprit juridique se mettre en marche. Une vente à bas prix, dit-elle enfin, déjà en mode professionnel. C'est très étrange. Soit elles sont aux abois financièrement, ce qui contredit l'organisation de la fête, soit elles essaient d'échapper au fisc, soit c'est une vente de paille. Donne-moi le nom de la villa. Et le nom de la SCI, si tu le connais. La SCI? Solange, dit-elle avec une patience affectueuse, les biens de ce prix sont presque toujours détenus par une société civile immobilière.
Pour des raisons fiscales, de succession? C'est la base. Je me suis senti stupide. Bien sûr. J'ai cherché rapidement sur l'annonce. Ça y est. SCI Mimosa Bleu. Parfait. Laisse-moi creuser. Je vais vérifier l'historique de la société au greffe du tribunal de commerce. Les statuts, qui sont les gérants, la date de création. Ça peut prendre 1 heure ou 2. Je te rappelle. Pendant que j'attendais, les souvenirs de Mathilde m'envahissaient. À Noël, il y a des années. Le dernier auquel j'ai assisté. J'expliquais avec passion mon nouveau travail dans l'analyse de données. Elle avait ri, ce rire léger et méprisant qui était sa marque de fabrique. Oh, Solange, tu es mignonne avec tes petits chiffres. Tu devrais lever la tête de tes tableurs Excel. La vraie vie n'est pas un tableur, tu sais. C'est une question de relation, de qui tu connais. Tu ne comprendras jamais ça. J'avais rougi jusqu'aux oreilles, tandis que ma mère gloussait en approbation. Je serrai les poings, seul dans mon appartement silencieux. On verra, Mathilde, murmurai-je. On verra si tes relations peuvent te sauver de ce que mes chiffres s'apprêtent à révéler. Mon téléphone a vibré. Hélène. Je l'ai pris avant même la fin de la première sonnerie. Solange, j'ai quelque chose, dit-elle. Son ton était plus calme. Il était tendu. Dis-moi. La SCI Mimosa Bleu. J'ai les statuts. Elle a 2 gérantes. Ta sœur, Mathilde Donnier, et ta mère, Françoise Donnier. C'est classique. Et alors? L'anomalie, Solange, c'est la date de création. Je l'ai. La SCI a été enregistrée il y a 4 ans et demi. Exactement le 14 mai. Mon cerveau a calculé à une vitesse fulgurante. Hélène. C'est juste après la vente de l'entreprise de papa. Exactement, dit Hélène. Et j'ai fait une vérification croisée. La PME de ton père, Donnier Tech, a été liquidée, officiellement pour faillite, 1 semaine avant la création de la SCI. Le 7 mai. Un silence glacial s'installa. 1 semaine. C'était trop précis pour être une coïncidence. Attends, dit Hélène, il y a pire. Le capital social de la SCI, le montant déposé à la banque pour la créer, est de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Mais Hélène. Ma voix n'était qu'un souffle. Mathilde m'a dit, elle m'a juré qu'ils avaient vendu l'entreprise pour une bouchée de pain. Elle a dit qu'ils étaient ruinés. La voix d'Hélène était dure comme de l'acier. Solange. On ne crée pas une SCI avec 2 millions d'euros quand on est ruiné. Surtout pas 1 semaine après avoir déclaré une faillite. L'argent de la faillite est allé quelque part. Et il semblerait qu'il ait atterri directement dans l'achat de cette villa. Mon sang s'est glacé. Ce n'était plus une coïncidence. C'était une chronologie. C'était une piste d'audit. Elles ont menti, ai-je soufflé. Je crois que c'est bien pire que ça, Solange. Je crois qu'elles ont orchestré la faillite pour détourner les actifs. Et elles t'ont menti, à toi, la seule autre héritière, pour être sûre que tu ne poserais jamais de questions. Mon monde venait de basculer. Il ne s'agissait plus d'une simple exclusion familiale. Il ne s'agissait plus de sentiments blessés. Il s'agissait d'une fraude massive. D'un vol. D'une trahison orchestrée sur la tombe de mon père. Et j'étais la seule à pouvoir le prouver. La conversation avec Hélène m'a laissé secouée, mais aussi étrangement concentrée. La douleur émotionnelle qui m'avait hantée pendant 10 ans s'était évaporée. Elle avait été remplacée par une rage froide et logique. J'avais un problème à résoudre. Un ensemble de données corrompues à nettoyer. Elles ont détourné les actifs, ai-je répété, marchant de long en large dans mon salon. Mais comment? Comment prouver que l'entreprise n'était pas en faillite? L'histoire officielle était verrouillée. Les documents publics montreraient ce qu'elle voulait qu'ils montrent. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin des vrais chiffres. J'avais besoin de ce que mon père pensait. Je me suis arrêtée net. Mon regard s'est posé sur le placard du couloir. Un souvenir, si lointain que je l'avais presque oublié, a refait surface.
J'avais 16 ans. Mon père m'apprenait à jouer aux échecs. J'étais la seule de la famille à avoir la patience pour ça. Mathilde s'ennuyait au bout de 5 minutes. Ma mère déclarait que c'était trop compliqué. Mais moi, j'adorais ça. La logique pure. Les conséquences de chaque action. Tu vois, Solange, m'avait-il dit en déplaçant son roi, les gens ordinaires protègent toujours leur roi. C'est leur ego. C'est l'évidence. Mais la pièce la plus puissante du jeu. Il avait papoté sa reine en ivoire. C'est elle. Elle peut aller où elle veut. Elle voit tout. C'est elle qui gagne la partie. Une bonne joueuse protège toujours sa reine. L'échiquier. C'était un magnifique jeu en bois de rose et en ivoire qu'il gardait dans son bureau. Après sa mort, quand Mathilde avait vidé l'appartement parisien avec une efficacité redoutable, jetant des années de souvenirs, elle m'avait appelé. Je t'ai mis de côté quelques babioles sentimentales sans valeur. Tu peux venir les chercher si tu veux. L'échiquier en faisait partie. Pour Mathilde, ce n'était qu'un vieil objet poussiéreux. Pour moi, c'était mon père. Il était maintenant dans mon placard à Lyon, emballé dans du papier bulle. Pourquoi est-ce que je pensais à ça maintenant? La pièce la plus puissante. Je me suis précipitée vers mon placard. J'ai sorti la lourde boîte en bois. Elle sentait la cire d'abeille et le tabac à pipe de mon père. Une bouffée de chagrin m'a submergée, mais je l'ai repoussée. Pas le temps. J'ai ouvert le couvercle. Les pièces étaient là, bien rangées dans leurs emplacements de velours rouge. Et puis je m'en suis souvenu. Un détail. Un jeu secret entre lui et moi, quand j'avais cassé un pion. Il m'avait montré comment soulever le plateau de velours. Il y a un compartiment secret en dessous, avait-il dit avec un clin d'œil. C'est là qu'on garde la reine de rechange. Au cas où. Mes mains tremblaient. J'ai attrapé le bord du plateau de velours et j'ai tiré. Il s'est soulevé, révélant un double fond. Et à l'intérieur, pas de pièce d'échec. Il y avait une petite clé de coffre-fort de banque, bien calée dans un écrin. Et un morceau de papier plié en 4. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Je l'ai déplié. C'était l'écriture de mon père. Pas l'écriture tremblante et déformée de ces derniers jours, mais son écriture forte et précise d'avant l'AVC. Le message était court. Pour ma reine. Au cas où le roi serait mis en échec. C'est à ce moment-là que la tristesse s'est transformée en une rage bouillonnante. C'était une contingence. Un plan de secours. Mon père, l'ingénieur méthodique, l'homme qui voyait toutes les variables, avait suspecté quelque chose. Il n'avait pas confiance. Il avait senti la trahison venir, de sa propre femme et de sa fille aînée. Et il m'avait laissé la clé. Il ne m'avait pas laissé la clé à moi, Solange, sa fille triste et solitaire. Il l'avait laissée à sa reine. La pièce la plus puissante du jeu. L'analyste. La seule qui, il le savait, aurait la patience de chercher la vérité. C'est insupportable, n'est-ce pas? Réalisez que votre propre père savait. Il savait qu'il était trahi par le reste de sa famille et il ne pouvait rien dire. Si vous aviez été à ma place, en tenant cette clé, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous cherché la paix, en vous disant que l'argent ne le ramènerait pas? Ou auriez-vous cherché la justice, peu importe le prix? Auriez-vous confronté votre famille immédiatement, ou auriez-vous continué à creuser, comme je l'ai fait? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai regardé le nom de la banque sur le porte-clés. Ce n'était pas leur banque habituelle à Paris. C'était une petite banque privée dans le 6e arrondissement de Lyon, où il avait ouvert un compte professionnel des années auparavant, prétextant des affaires dans la région. Loin de Paris. Loin des yeux de ma mère. J'ai pris mon manteau. J'ai serré la clé dans ma main si fort que le métal m'entaillait la paume. Je n'allais pas seulement découvrir la vérité. J'allais l'exposer. Ce n'était pas un jeu. C'était le dernier coup de mon père, préparé avec une précision chirurgicale depuis 5 ans. Et c'était à moi de le jouer. La banque était située dans le 6e arrondissement de Lyon. Discrète, ancienne,
avec des boiseries sombres et des tapis épais qui étouffaient le son des pas. Le genre d'endroit où les secrets sont gardés précieusement, où l'argent n'est pas affiché, il est murmuré. J'ai présenté la clé au directeur. J'ai aussi présenté une procuration que mon père m'avait fait signer des années auparavant, au cas où tu aurais besoin de gérer mes affaires professionnelles à Lyon. Une autre de ces incroyables précautions. À l'époque, j'avais trouvé ça étrange. Maintenant, je comprenais. Le directeur m'a conduite dans la salle des coffres, au sous-sol. Le silence était absolu, seulement rompu par le cliquetis métallique de la serrure. Il a tourné sa clé, puis la mienne. La lourde porte en acier s'est ouverte avec un sifflement. Le coffre était petit. À l'intérieur, il n'y avait pas de lingots d'or, pas de liasses de billets, pas de bijoux. Il y avait quelque chose de bien plus précieux pour moi. Un carnet. Un simple carnet Moleskine noir, épais. C'était tout. Je l'ai pris. Il était lourd. Je suis retourné à ma voiture. Je ne pouvais pas attendre de rentrer chez moi. L'air confiné du parking souterrain semblait vibrer d'anticipation. J'ai allumé le plafonnier. J'ai ouvert la première page. Ce n'était pas un journal intime larmoyant. C'était un registre. Un registre méticuleux, tenu par mon père ingénieur. La première moitié du carnet était remplie de son écriture habituelle, nette, précise, presque imprimée. Page après page, il avait documenté la santé financière de son entreprise, Donietech. C'était son journal de bord secret, loin des livres de comptes officiels. Et contrairement à ce que Mathilde m'avait dit, l'entreprise n'était pas au bord de la faillite. Elle était extrêmement rentable. Je lisais les chiffres, ma formation d'analyste prenant le dessus sur l'émotion. Bénéfice net de l'année précédant son AVC, 800 000 €. Contrat signé pour les 3 années suivantes, garantie, 4 millions d'euros. Brevet en cours de validation. L'entreprise était un joyau. Et puis, à peu près au milieu du carnet, les entrées ont changé. La date correspondait à la semaine de son hospitalisation. L'écriture était devenue tremblante, déformée par la maladie, mais toujours lisible. 20 mars. F et M ont fait venir un avocat aujourd'hui. Un certain Monsieur Leblanc. Je ne l'aime pas. Il parle trop vite, et ses yeux sont fuyants. Il parle de restructuration. 22 mars. Elles veulent que je signe une procuration totale à Françoise. Pour simplifier les choses pendant ta convalescence, dit Mathilde. Tu n'as pas à t'inquiéter de ça. Mais je m'inquiète. 2 avril. Je ne sens plus ma main gauche. J'ai du mal à écrire. Monsieur Leblanc est revenu. Encore des papiers. Toujours des papiers. 10 avril. Elles ont vendu l'entreprise. Elles m'ont apporté les papiers à l'hôpital. J'ai à peine pu tenir le stylo. Mathilde a dû guider ma main. Elle a dit que nous étions ruinés. Que c'était la seule solution. Une bouchée de pain, a-t-elle dit. Nous avons sauvé ce que nous pouvions. Et puis, le coup de grâce. L'avant-dernière page du carnet. Mon père, dans un dernier effort de lucidité, avait réussi à obtenir une copie du contrat de vente. Il l'avait scotché, de travers, dans le carnet. Prix de vente de Donietech, 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. Ce n'était pas une bouchée de pain. C'était une fortune. J'ai tourné la dernière page. Il y avait un autre document. Un relevé d'un compte bancaire suisse. Et une note de transfert. Un virement de 4 millions d'euros vers ce compte, effectué le jour même de la vente. Le schéma était d'une clarté diabolique. Elles avaient utilisé la procuration de mon père, alors qu'il était vulnérable, terrifié et malade. Elles avaient vendu son entreprise pour 5 millions. Elles avaient déclaré officiellement la vente pour 1 million, probablement en soudoyant l'acheteur ou en utilisant un montage financier complexe pour dissimuler la vraie valeur. Elles avaient empoché la différence, 4 millions d'euros, dans un compte offshore, à l'abri du fisc et de moi. Ensuite, comme Hélène l'avait découvert, elles avaient rapatrié 2 millions de ce compte suisse pour créer la SCI, Mimosa Bleu, et acheter la villa à Cassis, faisant ainsi passer l'argent volé pour un investissement légal. Du blanchiment d'argent pur et simple.
Elles avaient menti à tout le monde. Elles avaient menti au fisc. Et pire que tout, elles avaient menti à mon père, sur son lit de mort. Elles lui avaient dit qu'il était ruiné. Qu'il n'avait plus rien. Elles lui avaient volé son entreprise, son argent, et pour finir, sa fierté. La toute dernière phrase, écrite d'une main presque illisible au bas de la page, m'a brisé le cœur. F et M disent que tout est perdu. Mais je connais les chiffres. Les chiffres ne correspondent pas. Il le savait. Il ne pouvait pas le prouver, il était piégé dans son propre corps, mais il le savait. J'ai fermé le carnet. Mes larmes ne coulaient pas pour moi. Elles coulaient pour lui. Pour l'humiliation finale qu'elle lui avait infligée. Je suis restée dans ma voiture pendant 1 heure. La rage froide était revenue, plus forte que jamais. Le jeu est terminé, Mathilde. Tu as juste oublié une pièce sur l'échiquier, moi. Je ne suis pas rentrée chez moi. Je suis allée directement à l'étude d'Hélène. Il était tard, mais je savais qu'elle y serait encore. Je lui ai posé le carnet Moleskine noir sur son bureau. Elle a lu. Elle n'a pas dit un mot. Ses yeux passaient des chiffres aux dates, son visage devenant de plus en plus pâle. Quand elle a fini, elle a fermé le carnet doucement. Elle a enlevé ses lunettes, s'est frotté les yeux. Solange, dit-elle, sa voix plus grave que d'habitude, ce n'est pas seulement une fraude familiale. C'est du blanchiment d'argent aggravé. C'est de l'abus de faiblesse sur personnes vulnérables. C'est un délit criminel. Avec ça, elles vont en prison. Pour des années. Je sais, ai-je répondu, ma voix plate. Je pourrais aller à la police. Je pourrais appeler le procureur financier. Mais ce n'est pas ce que je veux. Pas encore. Hélène m'a regardée, surprise. Que veux-tu alors? La vengeance? Je veux la justice de papa, ai-je dit. Mathilde est une experte en relations publiques. Sa vie entière est basée sur l'image, sur ce que les gens pensent d'elle. Sa plus grande peur n'est pas la prison. C'est l'humiliation. C'est d'être vue pour ce qu'elle est vraiment. La prison serait une punition. L'humiliation publique? Ce serait la destruction. Un petit sourire s'est dessiné sur les lèvres d'Hélène. Je vois. Tu ne veux pas seulement gagner. Tu veux un échec et mat. Je veux qu'elle soit dans cette vie-là. Je veux qu'elle soit entourée de toute la famille qu'elles ont ralliée contre moi. Et je veux qu'elles soient exposées pour ce qu'elles sont. Je veux que tout le monde voie les chiffres. D'accord, dit Hélène en ouvrant son ordinateur. J'admire le plan. Mais pour faire ça, il faut que tu aies le contrôle total. Nous avons la preuve de la fraude, mais la villa, légalement, elle appartient à leur SCI. Elles peuvent te faire mettre à la porte par la sécurité avant que tu n'aies pu dire un mot. Alors comment je prends le contrôle? Hélène a souri. C'était un sourire de prédateur. Parce que ta sœur est peut-être douée pour les relations publiques, mais elle est nulle en administration. J'ai continué à creuser après ton appel. Solange, elles n'ont pas payé la taxe foncière. J'ai cligné des yeux. Quoi? Elles n'ont pas payé les impôts fonciers de la villa. Pas cette année. Ni l'année dernière. C'est une somme considérable, et elles l'ont juste ignorée. Elles sont tellement arrogantes, tellement sûres de leur impunité dans leur compte suisse, qu'elles ont oublié la base. L'administration fiscale leur a envoyé des mises en demeure à l'adresse de la SCI, qui est, comme je le soupçonnais, une boîte postale à Paris qu'elles ne vérifient jamais. Et alors? Et alors, dit Hélène en tapotant sur son clavier, j'ai aussi vérifié les statuts de la SCI. Ceux qu'elles ont déposés à la création. Et ton père, cet homme brillant, y a inséré une clause. Probablement avec l'aide d'un avocat plus malin que le leur. Une clause de bénéficiaire secondaire. Il est stipulé que si la gérance fait preuve de négligence administrative grave, telle que le non-paiement des impôts mettant en péril le bien, le bénéficiaire secondaire a le droit de prendre le contrôle total de la gérance, en remboursant la dette. Je n'osais pas respirer. Et qui est le bénéficiaire secondaire? Hélène m'a regardé, ses yeux brillants de triomphe. Solange Donier. Toi. Mon père m'avait laissé une bombe atomique. Une clause dormante, attendant juste la bonne erreur.
Ce n'était pas impulsif. J'ai passé le reste de la nuit chez Hélène. Nous avons monté le dossier. Le lendemain matin, j'ai effectué un virement depuis mon compte d'épargne. L'argent que j'avais gagné grâce à mon travail d'analyste de données, ce travail que Mathilde et ma mère méprisaient tant, allait servir à payer les plusieurs dizaines de milliers d'euros d'arriérés de la taxe foncière. C'était le meilleur investissement de ma vie. Puis, Hélène, en sa qualité de clerc de notaire, a déposé les documents légaux au tribunal de commerce, citant la clause de négligence et fournissant la preuve de paiement. En 48 heures, par une procédure légale parfaitement huilée, la gérance de la SCI Mimosa Bleu m'a été transférée. Légalement, la villa était à moi. Mathilde et Françoise ne le savaient pas encore. Elles étaient trop occupées à envoyer les invitations pour leur grande réunion de famille. J'ai regardé mon ordinateur. J'ai vérifié mon compte en banque, maintenant allégé. Vendredi. Dans 3 jours. Le jour de la réunion. J'ai réservé mon billet de TGV. Lyon-Pardieu jusqu'à Marseille-Saint-Charles. De là, un taxi pour Cassis. Je n'emportais qu'un petit bagage, mon ordinateur portable, et le carnet noir de mon père. Il était temps de présenter mes données. Le trajet en TGV a duré 3 heures. 3 heures où je n'ai pas regardé le paysage de la vallée du Rhône défiler. J'ai regardé les chiffres dans le carnet de mon père. Je les ai croisés avec les relevés bancaires. J'ai préparé ma présentation. Ce n'était pas une diatribe émotionnelle. C'était une analyse. Faits. Chiffres. Chronologie. Des diapositives simples, en noir et blanc. La vérité n'a pas besoin de fioritures. Je suis arrivé à Cassis en fin d'après-midi. Le soleil commençait à descendre, baignant les falaises d'une lumière dorée. Le Mistral était tombé. L'air était doux. J'ai pris un taxi. Le chauffeur était bavard, mais je n'ai pas répondu. J'étais dans ma bulle. Villa les Mimosas, ai-je dit. Ah, la grande villa sur la colline. Très chic, dit-il. La villa était encore plus belle que dans mes souvenirs. Une architecture moderne, blanche, accrochée à la colline, surplombant la mer. Une maison payée par le vol. Une maison construite sur la douleur de mon père. J'ai payé le taxi. J'ai utilisé la nouvelle clé que le notaire m'avait transmise en urgence. Elle est entrée dans la serrure avec un clic satisfaisant. Je suis entré. L'intérieur était impersonnel, luxueux, froid. Le style de Mathilde. Des canapés blancs immaculés. De l'art abstrait hors de prix. Des vases vides. Il n'y avait aucune chaleur. Aucune vie. Et, j'ai vérifié, aucune photo de mon père. Nulle part. Comme s'il n'avait jamais existé. Je ne me suis pas attardé. Je suis allé dans le grand salon qui donnait sur la piscine à débordement. J'ai sorti mon ordinateur et un vidéoprojecteur portable que j'avais emporté. J'ai testé la connexion. J'ai pointé l'objectif vers le grand mur blanc en face du canapé principal. L'écran de bienvenue de mon ordinateur s'est affiché, net et clair. Parfait. Je n'étais pas venu pour me battre. J'étais venu pour donner un cours. Ensuite, j'ai passé 3 appels. Je devais m'assurer que l'auditoire ne soit pas composé uniquement de ses partisans. J'avais besoin de témoins. Des témoins objectifs, qui aimaient mon père. Le premier était à Monsieur Dubois. L'ancien comptable de mon père. Un homme droit, méticuleux, qui avait travaillé avec lui pendant 30 ans. Mathilde l'avait renvoyé immédiatement après l'AVC de papa, prétextant qu'il coûtait trop cher et qu'il était de la vieille école. Monsieur Dubois, ai-je dit, c'est Solange Donier. Je suis à la villa Les Mimosas, à Cassis. J'organise une réunion ce soir à 19 h, concernant des irrégularités financières que j'ai découvertes dans la liquidation de l'entreprise de mon père. Votre présence serait essentielle. Il y eut un silence, puis, Mademoiselle Solange. Je savais que ce jour viendrait. J'arrive. Les 2 autres appels étaient pour Monsieur et Madame Clément. Les meilleurs amis de mon père depuis l'université. Ses confidents. Ceux à qui Mathilde avait dit que j'étais une fille ingrate, qui ne voulait plus jamais leur parler après la mort de papa,
empoisonnant ainsi ma relation avec eux. Bonsoir, ai-je dit, ma voix douce. C'est Solange. Je sais que cela fait longtemps. Je suis désolée. On m'a empêché de vous parler. Mais j'ai découvert quelque chose sur la mort de Gérard. Quelque chose que vous devez savoir. Pouvez-vous être à la Villa Les Mimosas dans 1 heure? Il y eut un sanglot étouffé de Madame Clément. Nous arrivons tout de suite. J'ai commandé des boissons et des petits fours au traiteur local. J'ai payé avec ma propre carte. Si je devais organiser un tribunal, autant qu'il soit civilisé. Je me suis assise sur la terrasse, regardant le soleil se coucher dans la mer. Le vent était frais. J'étais parfaitement calme. L'anticipation était électrique. 10 ans d'exclusion. 10 ans à être la bizarre, l'introvertie, celle qui ne comprend rien à la vie. 10 ans à être la note de bas de page de l'histoire de Mathilde. À 19 heures précises, j'ai entendu le bruit des pneus sur le gravier de l'allée. Une grosse berline allemande. Puis, le rire de Mathilde. Un rire fort, performatif, conçu pour que tout le monde sache que la reine de la fête était arrivée. Parfait, ai-je murmuré au vent marin. Parce que ce soir, je veux que tout le monde soit attentif. Je me suis levée, j'ai lissé ma robe, et je suis allée les accueillir. Je me suis postée dans le hall d'entrée, les bras croisés, attendant. J'avais laissé la grande porte d'entrée ouverte. L'air du soir était doux. La porte s'est ouverte dans un flot de rire et de bagages. Mathilde est entrée la première, rayonnante dans une robe en soie d'une valeur probable de 2000 €, des lunettes de soleil sur la tête. Mon oncle et ma tante suivaient, et enfin, ma mère, Françoise, drapée de lin blanc et portant son éternel collier de perles. L'uniforme de la bourgeoisie parisienne innocente. Mathilde parlait fort, donnant des ordres sur les bagages. Mais ça là. Non, pas comme ça, tu vas l'abîmer. Maman, tu veux du champagne? Puis elle m'a vu. Son sourire s'est figé. Littéralement. Il est mort sur ses lèvres. J'ai regardé ses yeux passer de la surprise, à l'agacement, à la fureur. Solange? Sa voix n'était pas surprise. Elle était accusatrice. Comme si j'étais un cafard dans sa cuisine impeccable. Bonsoir, Mathilde. Bonsoir, maman. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Elle a porté une main à son collier de perles. Solange, mais, qu'est-ce que tu fais là? Comment es-tu entrée? Ce n'est pas, tu n'es pas. Je t'interdis de gâcher cette soirée, a sifflé Mathilde, retrouvant sa contenance. Elle s'est avancée vers moi, le doigt pointé, un geste qu'elle adorait. Cette réunion est privée. Tu n'es pas invité. Sors. Immédiatement. J'ai souri. Un sourire calme, que je savais qu'elle détestait. Le sourire de quelqu'un qui connaît la réponse à l'équation. En fait, c'est toi qui te trompes, Mathilde. C'est toi qui n'es pas invitée. Pardon? Son rire était sec, nerveux. Elle a jeté un regard à ma mère. Elle est devenue folle. Appelle la sécurité. C'est inutile, ai-je dit. Tu es sûr que c'est ta maison? Bien sûr que c'est ma maison. C'est la maison de la SCI. C'est chez moi. Vraiment? J'ai sorti un document de la pochette posée sur la console. Un KBIS de la société, daté de la veille. Je le lui ai tendu. Parce que, selon le registre du commerce et des sociétés, mis à jour hier à 17 heures, la gérante de la SCI, Mimosa Bleu, c'est moi. Elle a arraché le papier de mes mains. J'ai regardé son visage pendant qu'elle lisait. J'ai observé la couleur quitter ses joues. La confusion, puis l'incrédulité, puis la panique pure. Elle a regardé ma mère, qui n'avait toujours rien compris. C'est impossible, bégaya-t-elle. C'est un faux. Comment as-tu? Est-ce que ça, c'est un faux aussi? J'ai sorti la preuve de mon paiement des arriérés de la taxe foncière. Tu vois, grande sœur, tu es peut-être douée pour les cocktails et les mensonges, mais tu es nulle en administration. Tu as oublié de payer tes impôts. Et papa, dans sa grande sagesse, avait laissé une clause dans les statuts de ta SCI. Une clause pour négligence administrative, point.
Le visage de Mathilde est devenu blanc cireux. Elle a compris. Elle a compris qu'elle avait perdu le contrôle. Ma mère s'est finalement avancée. Solange, je ne comprends pas, pourquoi ferais-tu ça? C'est de la méchanceté. C'est cruel. Après tout ce que nous avons fait pour. De la méchanceté? Ma voix est montée d'un cran. Vous me parlez de méchanceté? Vous osez me parler de cruauté? À ce moment-là, la sonnette a retenti. Hélène, mon amie notaire, que j'avais postée à l'extérieur, a fait entrer les autres invités. Monsieur Dubois, le comptable. Et monsieur et madame Clément, les amis de papa. Le piège était en place. Mathilde m'a regardé, les yeux remplis de haine pure. Sors-les d'ici. Sors-les tous d'ici. C'est chez moi. Non, ai-je dit doucement. Mais ne t'en fais pas. Je ne vous mets pas dehors. Pas encore. En fait, je vous en prie, entrez. Je leur ai fait signe d'entrer dans le salon. Les autres membres de la famille, l'oncle et la tante, étaient arrivés entre-temps, observant la scène avec confusion. La fête vous attend. Et toi, Mathilde, tu es l'invitée d'honneur. J'ai une présentation juste pour toi. Ils m'ont suivi, ma mère et mes tantes semblant confuses, Mathilde marchant comme si elle allait à l'échafaud. Ils sont entrés dans le salon. Ils ont vu monsieur Dubois et les Clément assis sur le canapé. L'ambiance est devenue glaciale. Trouve une place, grande sœur, ai-je dit en prenant la télécommande du projecteur. Le spectacle va commencer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? J'ai attendu que tout le monde soit assis. Le silence était total. On n'entendait que le bruit lointain des vagues et la respiration sifflante de Mathilde. Elle était piégée. Elle ne pouvait pas partir sans révéler sa culpabilité devant les amis de mon père. Elle devait rester et encaisser. J'ai appuyé sur le bouton. Le mur blanc s'est illuminé. Titre de la première diapositive, Analyse financière de l'héritage Gérard Donnier, faits et fiction. Bonsoir à tous, ai-je commencé, ma voix claire et stable, comme si je présentais un rapport trimestriel à des investisseurs. Merci d'être venus. J'ai convoqué cette petite réunion pour clarifier certains malentendus et certaines anomalies concernant la succession de mon père. J'ai regardé Mathilde. Elle me foudroyait du regard. Ma mère tremblait, son verre d'eau lui échappant presque des mains. Diapositive suivante. Un graphique simple. La santé financière de Donnier Tech au cours des 5 années précédant l'AVC de papa. Une courbe ascendante. La fiction, entretenue par ma sœur et ma mère, dis-je en pointant la télécommande, est que l'entreprise de papa était en faillite. La réalité. J'ai cliqué. Est que l'entreprise était florissante, avec un bénéfice net de 800 000 € l'année précédant son AVC. Monsieur Dubois a hoché la tête, son visage grave. C'est exact. Je le lui avais dit. Les carnets de commandes étaient pleins. J'ai continué, diapositive après diapositive, construisant mon argumentation, chiffre par chiffre. Diapositive 3, la fiction, l'entreprise a été vendue pour une bouchée de pain, officiellement pour 1 million d'euros, pour cause de difficultés insurmontables. Diapositive 4, le fait, l'entreprise a été vendue pour 5 millions d'euros. Un murmure horrifié a parcouru la pièce. Madame Clément a porté la main à sa bouche. 5 millions? Où sont passés les 4 millions d'euros de différence? Ai-je demandé rhétoriquement. Diapositive 5, la piste d'audit. J'ai affiché une capture d'écran du relevé du compte suisse trouvé dans le coffre. J'ai montré la flèche indiquant le virement de 4 millions d'euros. Mathilde, ai-je demandé doucement. Toi qui es si douée en relations publiques, comment appellerais-tu cela? Une optimisation fiscale? Ou peut-être un détournement de fonds? C'est faux, a crié Mathilde, se levant d'un bond. Sa voix était stridente. C'est des mensonges. Tu as tout inventé. Tu es folle. Tu as toujours été jalouse. Vraiment?
J'ai cliqué à nouveau. L'image de la dernière page du carnet de papa s'est affichée. Son écriture tremblante, agrandie pour que tout le monde puisse la lire. F et M disent que tout est perdu. Mais je connais les chiffres. Les chiffres ne correspondent pas. Et ça, ai-je dit, ma voix se brisant pour la première fois sous le poids de l'émotion, c'est le contrat de vente. Le vrai. Celui à 5 millions. Et à côté, la procuration. Signé par ma mère, Françoise Daunier, grâce à un pouvoir obtenu alors que mon père était hospitalisé, confus, et sous morphine. Tous les regards se sont tournés vers ma mère. Elle s'est recroquevillée sur elle-même, fondant en larmes bruyantes et laides. Je ne savais pas. Je ne comprenais pas. Mathilde a dit que c'était pour nous protéger, pour que l'argent ne soit pas perdu. Il ne comprenait plus rien. Perdu comment, a rétorqué Monsieur Dubois, sa voix tremblant de colère. L'entreprise était saine. Je vous l'avais dit. Vous l'avez signé. Vous avez volé Gérard. Et avec cet argent volé, ai-je continué, ma voix redevenant froide, vous avez créé la SCI, Mimosa Bleu. Vous avez acheté cette maison. Cette maison. J'ai fait un geste large. Toute cette vie de luxe que vous menez depuis 5 ans, elle est payée par l'argent que vous avez volé à un homme mourant. Votre mari. Mon père. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mathilde ne criait plus. Elle était livide. Elle me regardait avec une haine pure, froide, absolue. Tu es un monstre, a-t-elle articulé, chaque mot chargé de venin. Tu viens de détruire ta propre famille. La famille? J'ai ri, un rire sec, sans joie. Tu m'as exclu de cette famille il y a 10 ans. Vous avez détruit cette famille le jour où vous avez décidé que l'argent était plus important que l'honnêteté. Le jour où vous avez menti à un homme qui vous faisait une confiance aveugle. J'ai affiché la dernière diapositive. C'était juste une photo. Une photo de mon père et moi, penchés sur l'échiquier, des années auparavant. Il souriait. Tu avais tort, Mathilde, ai-je dit en la regardant dans les yeux. Tu as dit que la vraie vie n'était pas un tableur Excel. Tu as dit que les chiffres n'avaient pas d'importance. Mais en fin de compte, les chiffres sont la seule chose qui compte. Parce qu'ils ne mentent jamais. J'ai éteint le projecteur. La pièce était plongée dans la pénombre, seulement éclairée par la lumière bleue de la piscine. Personne n'a bougé pendant ce qui a semblé être une éternité. Le seul bruit était les sanglots étouffés de ma mère, qui résonnaient dans le salon silencieux. Finalement, Monsieur Clément s'est levé. C'était un homme grand, que j'avais toujours connu comme un bon vivant. Ce soir-là, il semblait avoir vieilli de 20 ans. Il a regardé ma mère, puis Mathilde, avec un dégoût si profond qu'il était palpable. Françoise, sa voix était lourde de chagrin. Gérard était mon meilleur ami. Il était comme un frère. Que vous ayez pu. Il n'a pas pu finir sa phrase. Il a secoué la tête. Je n'ai plus rien à vous dire. Il a pris la main de sa femme. Venez, chérie. Ils sont partis sans un autre mot, sans me regarder non plus. J'étais, après tout, celle qui avait apporté la nouvelle. Le messager. Monsieur Dubois s'est approché de moi. Il a posé une main sur mon épaule. Votre père, dit-il, sa voix s'éraillant, il serait si fier de vous, Solange. Fier de votre courage et de votre intelligence. Il a ensuite jeté un regard glacial à Mathilde, qui s'était rassise, rigide. Madame, dit-il. J'espère que vous avez un très bon avocat. Car ce que vous avez fait relève du code pénal. Il est parti à son tour. Mes autres parents, l'oncle et la tante qui étaient arrivés avec elle, se sont levés comme un seul homme. Ils n'ont rien dit. Ils ont évité de croiser le regard de ma mère ou de ma sœur, ont murmuré des excuses confuses à propos d'un malentendu, et se sont précipités hors de la maison comme si elle était en feu. En 5 minutes, le salon était vide. Il ne restait que moi, Hélène, qui était restée discrètement près de la porte, Mathilde et ma mère. Mathilde s'est levée. Son visage était un masque de fureur contenue. Elle a lissé sa robe en soie, un geste automatique pour retrouver sa contenance. Elle n'a pas dit un mot. Elle a attrapé son sac à main de luxe.
Tu ne vas nulle part, ai-je dit calmement. Elle s'est retournée. Tu as eu ton petit drame. Tu as fait ton scandale. Tu es contente? Maintenant, sors de ma maison. J'ai presque ri. Tu n'as pas écouté, n'est-ce pas? Ou peut-être que tu as du mal avec les faits. Ce n'est pas ta maison, Mathilde. C'est la mienne. Légalement. Et vous deux? J'ai regardé ma mère, qui pleurait toujours. Vous êtes des intruses. Hélène s'est avancée, son téléphone à la main. J'ai pris la liberté d'appeler la sécurité du domaine. Ils seront là dans 2 minutes pour escorter les personnes non autorisées hors de la propriété. Le visage de Mathilde est devenu livide. La sécurité. L'expulsion. L'humiliation ultime. Elle, l'icône des relations publiques, sur le point d'être jetée dehors comme une criminelle. Les rumeurs à Paris et à Cassis allaient être dévastatrices. Sa carrière, basée entièrement sur l'image et les relations, était terminée. Elle le savait. Je le voyais dans ses yeux. Tu n'oserais pas, a-t-elle sifflé. Regarde-moi faire, ai-je dit. La réalité de la situation l'a frappée. Elle a attrapé le bras de ma mère avec une violence qui m'a surprise. Viens. Elle l'a traînée hors de la maison, sans un regard en arrière, la faisant presque trébucher sur le seuil. Je les ai regardés partir depuis la terrasse. J'ai regardé leur voiture démarrer en trombe, crissant sur le gravier, et disparaître dans l'allée bordée de lauriers roses. Et puis, le calme est revenu. Un calme absolu. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je n'ai pas ressenti de joie. Je me suis sentie vide. J'avais gagné la partie d'échecs. J'avais dit échec et mat. Mais maintenant, l'échiquier était vide, et j'étais seule. Hélène est venue se tenir à côté de moi. Ça va? Je ne sais pas, ai-je murmuré. Pensez-vous que j'ai eu raison? Ceci est une pause stratégique pour le public. Parfois, la justice n'est pas celle des tribunaux. Parfois, la punition n'est pas la prison, mais simplement de forcer les gens à vivre avec la vérité nue de qui ils sont vraiment. Et je venais de leur arracher leur masque. Je n'allais pas les poursuivre au pénal. Je savais que M. Dubois et les Clément s'en chargeraient peut-être, mais ce n'était plus mon combat. Mon combat était pour la vérité de mon père. Il m'avait tout pris. Mon père, ma famille, ma place. J'avais récupéré la vérité. Mais qu'est-ce que j'allais en faire maintenant? Je suis restée à Cassis cette nuit-là. Hélène est restée avec moi. Nous n'avons pas parlé. Nous avons commandé une pizza et nous l'avons mangée en silence sur la terrasse, face à la mer Noire. J'ai dormi dans une des chambres d'amis, incapable de toucher la suite principale que ma mère avait occupée. Je n'ai pas bien dormi. J'ai rêvé de chiffres, de contrats, et du visage déçu de mon père. Le lendemain matin, j'ai parcouru la villa à la lumière du jour. Chaque objet d'art, chaque meuble coûteux, chaque robinet plaqué or me criait la trahison. C'était une maison construite sur un mensonge. C'était le mausolée de leur cupidité. Je ne pouvais pas la garder. Je suis rentrée à Lyon le jour même. La semaine suivante, j'ai mis la Villa Les Mimosas en vente. Mais cette fois, par l'intermédiaire d'Hélène, au juste prix du marché. Avec sa vue et son emplacement, elle s'est vendue en moins d'1 mois. L'argent est arrivé sur le compte de la SCI, désormais sous mon contrôle total. Une somme considérable. Que faire de cet argent? Cet argent taché de larmes et de mensonges? La réponse m'est venue aussi clairement qu'une équation résolue. Je n'ai pas gardé un seul euro pour moi. J'ai utilisé l'intégralité des fonds provenant de la vente pour créer la Fondation Gérard Donnier. J'ai demandé à M. Dubois et à M. Clément d'en être les administrateurs. Une fondation dédiée à financer des bourses d'études pour des étudiants brillants mais défavorisés. Des étudiants qui, comme mon père, venaient de nulle part et avaient une passion pour les choses concrètes. Des bourses en ingénierie, en mathématiques et en analyse de données. L'héritage de mon père n'allait pas être un tas de meubles de luxe dans une villa fantôme. Son héritage serait le futur. Il serait des dizaines de jeunes esprits logiques, formés pour voir ce que les autres ne voient pas, formés pour trouver la vérité dans les chiffres. J'ai gardé une seule chose de toute cette histoire.
Le carnet Moleskine noir de mon père. Et l'échiquier. Je les ai posés sur mon bureau à Lyon. Je n'ai plus jamais parlé à Mathilde ni à ma mère. Hélène m'a dit que les rumeurs à Paris avaient été explosives. La carrière de Mathilde s'est effondrée. Plus personne ne voulait confier son image à une fraudeuse. Ma mère vit, je crois, recluse dans l'appartement de Paris, faisant face au vide de la vie qu'elle a choisi de construire sur la cupidité et la faiblesse. Elles n'ont jamais été poursuivies, l'humiliation et la ruine financière étaient, comme je l'avais prédit, une punition suffisante. Je suis retournée à ma vie. Mon travail. Mes tableurs. Mais quelque chose avait changé. Je n'étais plus l'ombre. Je n'étais plus la note de bas de page. En exposant leurs secrets, j'avais trouvé ma propre voix. Elle n'était pas bruyante comme celle de Mathilde. Elle n'avait pas besoin de l'être. Elle était calme. Elle était précise. Elle était basée sur des faits. Et elle était puissante. Mon père m'avait appris à jouer aux échecs. Il m'avait appris que la reine était la pièce la plus importante. Ce que j'ai compris ce jour-là, c'est que peu importe le nombre de pièces que vous perdez, tant que vous protégez votre vérité, vous pouvez toujours gagner la partie. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si vous, aussi, vous avez été le silencieux, ou la silencieuse de votre famille, celui ou celle qui observe, qui analyse, qui voit ce que les autres refusent de voir, laissez un commentaire. Partagez votre expérience, même si ce n'est qu'un mot. Parfois, les batailles les plus importantes ne se gagnent pas avec des cris, mais avec des faits. N'oubliez pas de liker cette vidéo si cette histoire vous a touché, et de vous abonner pour plus de récits où la justice, d'une manière ou d'une autre, finit par triompher. Vous n'êtes pas seul. Merci.